Donc, bonjour à tous, heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce 9e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme, donc la série de webinaires qui présente les travaux et les résultats du réseau Défi et qui donc aujourd'hui concerne la filière viticulture et la filière arboriculture. Donc comme d'habitude, avant de commencer, une petite présentation du réseau Défi. Donc le réseau Défi, c'est un réseau qui est multipartenarial et financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser donc 2 missions. La première mission, c'est d'accompagner les agriculteurs et agricultrices, dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et plus globalement dans leur changement de pratique. La seconde mission, c'est de produire des connaissances et des références qui soient appropriables, sur les pratiques et les systèmes de production à bas niveau d'utilisation de produits phyto. Aujourd'hui, ces connaissances et ces références, elles se construisent à la fois sur des essais de terrain, des retours d'expérience comme avec le webinaire d'aujourd'hui, mais également à travers la collecte de données techniques sur les systèmes de culture qui sont suivis dans le réseau. Le réseau Défi, c'est aujourd'hui 2 000 agriculteurs et agricultrices qui sont volontaires, engagés à travailler, dans l'évolution de leurs pratiques et dans la réduction d'usage de produits phytosanitaires et il compte également, 41 projets d'expérimentation avec le dispositif Défi XP qui teste et qui évalue des systèmes de culture, donc innovants et qui, eux, utilisent les phytos en ultime recours. Le réseau Défi, il est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi ultramarin, couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Donc rapidement, il s'agit des chambres d'agriculture, du réseau CIVAM, du réseau bio, des instituts techniques et des organismes de recherche, donc avec, l'INRAE et le CIRAD notamment. Donc pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le réseau, dans l'espace défi du portail Ecofitopic. Donc on va vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez également y retrouver, l'ensemble des ressources produites par le réseau, que ce soit, les différentes fiches techniques, les vidéos, des retours sur les événements qu'il y a eu, organisés par le réseau, des articles et cetera et notamment la synthèse qui a été rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau, qui étudie la trajectoire d'évolution, des systèmes et qui démontre, la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la France. Donc on vous met tout ça, dans le chat pour accéder à l'espace défi et je laisse la parole à Clémence pour introduire un petit peu, nos 2 interventions du jour. Bonjour à tous, moi je suis Clémence Delesquin, je suis chargée de la coordination, l'animation et la valorisation des résultats, au sein du réseau Défi pour les filières arboriculture et viticulture. Avant de laisser la place, à nos 2 intervenantes, un petit point logistique. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q et R. Les intervenantes prendront, pardon, le temps d'y répondre après, juste après leur présentation, donc n'hésitez pas, même pendant les présentations, à poser directement vos questions. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé sur YouTube. Vous trouverez les liens du chat dans la description de la vidéo, notamment les liens des 2 pages groupes, de nos intervenantes. Hem, donc aujourd'hui, nous accueillons 2 ingénieurs réseau en culture pérenne, Camille Delamotte en viticulture et Nadia Tounsi en arboriculture. Alors, vous avez peut-être vu, le nom de Julie Cadeau, en fait, qui devait intervenir, au début et c'est finalement Nadia qui va, prendre la parole pendant ce webinaire car Julie a eu un imprévu. Toutes les 2 vont nous exposer des exemples d'utilisation de variétés résistantes dans la gestion des maladies, dans leurs groupes, respectifs, d'agriculteurs défis. Nous allons commencer d'abord par écouter Camille, puis ensuite Nadia. Donc Camille, tu travailles à la chambre d'agriculture de la Dordogne. Ton groupe se compose de 11 viticulteurs dans la région de Bergerac et travaille à la réduction des phytos pour répondre à de grands objectifs, par exemple, l'adaptation au changement climatique, la préservation de la santé des opérateurs et de la biodiversité, ainsi que la conservation des sols. Parmi ces grandes directions, un des leviers que tu mets en place, enfin que tes agriculteurs mettent en place dans leurs exploitations, c'est, l'utilisation de variétés résistantes comme solution de réduction des fongicides notamment. Donc je te laisse la parole, pour, partager ton diaporama et présenter tes résultats. Alors, bonjour à tous. Merci, Clémence pour cette introduction. Camille Delamotte, je suis conseillère viticole à la chambre d'agriculture de la Dordogne sur le secteur, ouest, Bergerac et je suis également animatrice d'un réseau défi, étendu sur l'ensemble, du Bergeracois.
Alors, comme tu l'as très bien dit, on travaille sur plusieurs axes dans ce groupe et sur l'axe de réduction des produits phytosanitaires et les alternatives à ces produits phyto. Il y a un levier qu'on va présenter aujourd'hui, donc les variétés résistantes, qui est pour eux une piste très intéressante, comme on va le voir dans le bergeracois, pour la réduction des fongicides. Donc, dans le groupe, comme tu l'as dit, ils sont 11 viticulteurs qui sont engagés depuis 2016 sur la réduction des fongicides, enfin, sur la réduction globale et les alternatives aux produits phytosanitaires. Ça passe par plusieurs leviers. Comme vous l'avez là sous les yeux, des utilisations de produits de biocontrôle, des tests, des utilisations systématiques, ensuite les OAD comme des citrètes par exemple. Tout ce qui est phytothérapie et recours aux plantes pour soigner la vigne ou bien limiter l'apparition de certaines pathologies. Les témoins non traités qui sont quasiment présents sur toutes les exploitations du groupe. Il y a aussi des suivis de spores et de mildiou qui sont en cours. C'est encore très expérimental, mais voilà, c'est encore un pas pour aller vers la réduction des fongicides. Tout ce qui est lié à la pulvérisation et l'optimisation des produits phytosanitaires sur la vigne, avec de la pulvérisation confinée, des panneaux récupérateurs. Voilà. Tous ces outils leur permettent d'aller vers des niveaux de fongicides assez bas. Comme vous pouvez le voir là sur le graphique ci-dessous, vous avez les IFT moyens du groupe avec en bleu clair les IFT fongicides. Donc qui sont assez faibles grâce notamment à les biocontrôles. Donc dans les IFT Total Biocontrôle que vous avez sous les yeux, il y a une part, il n'y a pas que les fongicides, il y a une part de fongicides, il y a aussi une part pour tout ce qui est gestion des ravageurs, mais majoritairement c'est les IFT fongicides. Donc ces produits de biocontrôle vont vraiment permettre de contenir un peu cet IFT fongicide vers des niveaux bas. Et on va voir par la suite que les variétés résistantes sont vraiment très efficaces dans l'objectif de réduction de fongicides. Alors très rapidement, qu'est-ce que les variétés résistantes? Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais je refais un petit point très rapide. Une plante résistante, c'est une plante qui possède un ou plusieurs gènes de résistance qui lui permettent un contrôle total ou partiel des infections. Donc, vraiment sur la partie feuillage et grappe, ce qui concerne les maladies que chez nous sont vraiment les plus contraignantes, mildiou et oïdium. C'est les cascades de réactions qui conduisent à la mise en place de différents types de défenses, en fait, vraiment internes, à la plante et à l'élimination des pathogènes qui sont, responsables des maladies et des dégâts, très souvent, dans notre secteur. Il y a bien sûr une résistance au phylloxéra, sur, la partie des racines qui, est indispensable, chez nous. Ensuite, très rapidement encore, d'un point de vue réglementaire, il est nécessaire que ces variétés soient inscrites au catalogue qui vraiment permet de multiplier la variété. Donc en respectant les 3 conditions de dénomination, il faut qu'elle soit incontestable. Il ne faut pas qu'il y ait des similitudes, par exemple, avec on avait vu avec le cabernet Jura, les choses comme ça. Ça sur la pérennisation de la variété, c'est très compliqué ensuite. La DHS, donc la distinction d'homogénéité et de stabilité. Et enfin, le VATE, donc c'est la valeur agronomique, technologique et environnementale de la variété qui est validée, qui permet son inscription. Ensuite, il faut qu'elle soit classée, donc pour notre filière spécialité raisin de cuve, ce qui va permettre de pouvoir le vinifier et commercialiser les vins, soit en définitif, soit en temporaire. Donc, notre réseau de parcelles en bergeracois, il s'étend sur le bergerac du Ras. Ici, vous avez un peu toutes les parcelles qu'on suit dans le réseau Oscar. Donc, toutes ces observations, on arrive à les faire et à les densifier grâce à ce réseau,
qui a été créé pour assurer une surveillance collective du déploiement et de l'anticipation des risques liés à l'évolution des populations, parce que c'est important de suivre comment évoluent ces variétés, hein. C'est encore très récent, donc il faut toujours observer et en conditions plein champ. Et aussi de pouvoir partager les expériences de nous techniciens, des œnologues, des viticulteurs, par rapport au comportement de ces variétés résistantes et aider les agriculteurs à voir si ça les intéresse à développer, voir comment les systèmes de culture peuvent être adaptés, etc. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va vraiment voir, c'est ces parcelles-là, Muscaris, Sauvigny-Gris, Artaban, chez Anthony Castin, qui est vigneron au domaine de Grangeneuve et qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais voilà. Merci à lui d'ailleurs de nous permettre de pouvoir faire tout ça. Sans les viticulteurs qui planteraient pas ces cépages, on n'aurait pas grand-chose à suivre et à étudier. En Dordogne, en 2023, actuellement, on est à 26 hectares de plantés avec toute la liste des cépages que vous voyez ci-dessous. Donc là, c'est vraiment, je parle que variétés résistantes et pas variétés d'intérêt à fin d'adaptation. C'est vraiment ciblé résistance maladie milieu oïdien. Donc on rentre dans le vif du sujet. D'un point de vue phénologie, vous voyez ci-dessous, alors je me suis basée sur l'année 2023 pour qu'on soit au plus près de ce qu'on a vécu l'année dernière sur ces variétés. On a quand même une précocité, hein, c'est vraiment le point noir de ces variétés. J'aime bien faire comme quand on visite une maison, avoir déjà tous les points noirs et après on peut discuter du reste. Donc cette précocité qui est vraiment très marquée sur les variétés résistantes, en tout cas qu'on suit. Quand on a le Sauvignon gris qui est encore bourgeon d'hiver, bourgeon dans le canton, donc considéré comme pas encore débourré. On a déjà le Sauvigny gris et la Muscaris qui sont bien avancés, avec une majorité de pointes vertes pour le Sauvigny gris et une majorité de sorties de feuilles pour la Muscaris au 28 mars 2023. Donc vous voyez que c'est très précoce et que ça peut poser des soucis. Très rapidement, je vous ai mis ce graphique-là. Alors, on fait juste un tout petit bond en arrière. On est au 23 mars 2023. Je vous ai juste rajouté ce graphique pour vous montrer un peu l'évolution assez fulgurante en seulement quelques jours de ces variétés, où en fait, au 23 mars, le Sauvignon gris n'était pas du tout sorti, les bourgeons n'avaient pas gonflé. Et pourtant, la Souvigné, la Muscaris et l'Artaban étaient déjà à Bourgeon dans le coton. 5 jours plus tard, on voit qu'on est déjà pointe verte sortie des feuilles. Donc voilà, on a vraiment une précocité marquée. Ça, c'est une photo que j'ai prise au 1er avril 2022, je précise. On avait ici à gauche le Sauvigné gris. Qui était légèrement débourré. On avait un début de sortie des feuilles, pointe verte. Ici, la Muscaris qui était clairement très avancée avec déjà presque 2-3 feuilles étalées sur toute la latte. Et comme on sait en 2022, en tout cas sur notre secteur, on a eu un phénomène de gelée au 3 avril qui malheureusement a fait beaucoup de dégâts sur ces parcelles. Donc on sait bien qu'avec le dérèglement climatique et les phénologies très avancées, la vigne qui avance de plus en plus et qui débourre de plus en plus précocement, les phénomènes de gelée printanière sont de plus en plus dramatiques. Et sur ces variétés-là, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Mais c'est pas limitant pour autant sur les terroirs qui sont peu gélitifs ou non gélitifs. Ensuite, sur la floraison, ça continue. On a toujours ce décalage entre notre témoin de référence en local, qui est par exemple le Sauvignon gris, qui au 30 mai était à mi-floraison, alors qu'on a la Muscaris et le Sauvigny gris qui sont déjà à nouaison pleine et qui ont passé le stade de floraison. L'Artaban, lui, est un petit peu moins précoce. Cette année, ces années-là, en tout cas, on s'est vraiment basé sur la Muscaris et le Sauvigné en étude. L'Artaban est une très jeune vigne qui a été plantée il y a très peu de temps.
Donc voilà, on a tout le contexte jeune vigne qui peut être un petit peu, qui peut influer sur certains points, comme par exemple, la phénologie ou la sensibilité aux maladies. Sur la véraison, au 21 juillet, la muscaris était déjà vérée, donc c'est quand même très précoce. Le Sauvigné gris qui, lui, a véré 3 jours plus tard, donc avec les premières baies au 24 juillet, et le Sauvignon gris bien après, bien après. Ici, je vous ai mis des résultats de contrôle de maturité juste avant récolte. Donc, on voit bien que la muscaris a des taux d'alcool potentiel très élevés déjà au 25 août. Donc, le viticulteur a considéré que c'était vendangé déjà trop tard, donc en tout cas en surmaturité, mais voilà, peut-être que, pris plus tôt, ça serait plus maîtrisé. Mais voilà, on voit que dès le 25 août, on est déjà à 15,86 avec des acidités très faibles et beaucoup de sucre. Donc c'est typique au cépage, mais aussi à ces conditions de récolte légèrement en surmaturité. Le Sauvigné gris, lui, on voit que c'est assez intéressant d'un point de vue taux d'alcool probable, quantité de sucre et quantité d'acidité totale, parce qu'on est déjà fin août, ce qui peut être sur des dates de récolte assez similaires sur des sauvignons, sur des profils précoces, tiolés, comme chez nous. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte et ensuite à adapter en fonction du produit recherché. Alors, on va passer d'un point de vue maladie. Donc, sur nos observations maladie, je vous ai remis 2022 parce que je vais vous faire un comparatif 2022-2023 qui sont quand même des années à pression très différentes. Donc, 2022, l'artaban qui a un peu explosé sur le black rot. Donc, voilà, je répète encore, c'est une très jeune vigne qui avait eu des défauts de protection en plus du fait que ça soit une jeune vigne, on n'était pas hyper attentif. Donc, problématique black rot, mais on verra que ça sera un peu résolu l'année d'après. Et par contre, j'attire votre attention sur donc, la présence du phylloxéra. Donc, c'est des variétés qui sont plutôt sensibles sur le feuillage au phylloxéra. Et en 2022, on avait eu une explosion du phylloxéra sur le feuillage, sans conséquence sur la qualité des raisins. Mais voilà, à surveiller parce que si ça arrive chaque année, ça peut vraiment avoir des conséquences sur la capacité photosynthétique du feuillage. Donc, à prendre en compte. Mais on verra qu'en 2023, eh ben, on n'a pas eu du tout de retour de ce phylloxéra. Donc, c'était vraiment année dépendant. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur ça, mais on surveille. Donc 2023, année très sensible, très forte pression, pardon, maladie, surtout mildiou, avec des apparitions de taches pour la première fois sur ces variétés résistantes. Je les ai pas entourées en rouge, vous remarquerez, parce que pour moi, les intensités sont très faibles. On reste sous les 2 donc ça reste négligeable d'un point de vue récolte et qualité des raisins. Par contre, c'est toujours à surveiller, c'est à suivre dans les années, voir l'évolution de cette sensibilité et je répète, c'est pas des variétés, qui sont, totalement, résistantes. Voilà, il y a des résistances partielles, peut y avoir des évitements, voilà. Mais en tout cas, sur le rendu à la récolte et ben c'est satisfaisant parce que des niveaux comme ça en 2023 avec vous verrez ensuite le peu de traitement qu'il y a eu, c'est très intéressant. J'ai juste rajouté un point, attention au développement des maladies dites secondaires, parce que, on réduit drastiquement les traitements, les fongicides, qui maîtrisent toutes ces maladies secondaires. Donc vraiment être vigilant, ne pas aller sur le 0 d'IFT. C'est très important pour maîtriser par exemple le black rot. Donc, ici, je vous mets un petit témoignage de l'agriculteur qui n'a pas pu être présent. Donc, les traitements sont vraiment la contrainte numéro 1 du métier, surtout en agriculture biologique où il est susceptible d'être mobilisé à tout moment pour cette tâche. En fait, lui, c'est un vigneron qui a une centaine d'hectares en bio sur le Bergeracois avec des cépages sensibles.
Voilà, ça lui a permis de descendre son IFT total fongicide en 2022 et en 2023 à 1,56 et avec les résultats que je vous ai montrés juste avant. Donc, c'est vraiment intéressant pour le côté environnemental et protection de l'opérateur de la biodiversité et tout ça, mais aussi d'un point de vue charge mentale et même, voilà, quand on est en pression, comme cette année et bah, de se dire qu'on peut faire 2 traitements et que ça passe, c'est quand même, une charge en moins. Donc pour faire, rapidement la clôture de tout ça, je vous ai fait une petite balance avantages-inconvénients. Ces variétés, c'est pas des variétés miraculeuses. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc dans les avantages, voilà, c'est qu'il y a tout à construire. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent être faites, à la vinification. Il y a une réduction qui est drastique des fongicides, on a pu le voir dans les résultats. Il y a des hauts potentiels de rendement. Cette année, en 2023, le viticulteur, a fait entre 50 et 60 hectares, donc c'est pour nous nos plafonds, donc c'est hyper intéressant et cette diminution de charges en saison, même, liée à un passage en lui-même, donc main-d'œuvre, coût de carburant, et cetera. Les inconvénients, on a une montée qui est très rapide en degrés, une précocité qui est plus à démontrer, en tout cas sur ces variétés-là. Il faut rester vigilant sur le contournement et surtout sur les maladies secondaires qui peuvent être, très impactantes comme, le black rot par chez nous et enfin les circuits de commercialisation qui sont encore tout à construire. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, selon, comment on le voit. J'ai remis une petite parole du viticulteur pour clôturer. Donc, ce sont des cépages très précoces. Plus question de partir en vacances dernière quinzaine d'août avec eux. Au chai, tout est à construire car il n'y a pas de référentiel avec ces cépages. Donc, lui, c'est vraiment un bilan très positif qu'il en fait euh, par rapport à tous les éléments que je viens de vous exposer. Voilà, je vous ai mis ces 2 cuvées sur, la droite, avec un assemblage Muscari Sartaban en rosé, et un assemblage Muscari Souvigny gris, en moelleux et tout ça, c'est produit en IGP Périgord et Vins de France. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci Camille pour ton intervention. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre, dans l'onglet Q et R. Et alors, on a déjà reçu des questions pour toi, pendant que tu, présentais. Alors, les premières questions, qu'en est-il de l'oïdium par rapport à tes essais? Rien du tout, rien du tout. Après, nous, on a une très, très faible pression au idium par chez nous et donc c'est très généralement, il y en a aucune problématique et là, les traitements, en tout cas, qui ont été, positionnés, permettent de contenir cette gestion, cette maladie. Merci pour ta réponse et donc de la même personne, qu'en est-il de la typicité des vins avec ces variétés résistantes? La typicité des vins, il faut déguster. Il faut venir déguster, sur place, alors après, le i ce que je dis souvent, chaque année, en fait, on fait des journées, avec les viticulteurs. On invite tout le monde, à venir sur les parcelles pour, déjà observer le comportement au champ des variétés et ensuite, participer à une dégustation où on permet aux agriculteurs, de pouvoir goûter du 100 donc vraiment, la variété pure, en bouteille ou bien, de l'assembler et de commercialiser. Hem, ce qui est, ce qui est intéressant lors de ces journées, c'est qu'on peut vraiment se projeter parce que c'est des vins dans tous les cas qu'on ne pourra pas faire en monocépage, en tout cas, c'est pas ce que les viticulteurs viennent rechercher, hein. On va pas faire un vignoble de 100 résistant, c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc c'est des vins qui s'accordent bien à notre typicité régionale, en tout cas, sur notre vignoble bergeracois. Et ensuite, il faut se projeter sur, voilà, des potentiels d'assemblage, mais
la muscarie, c'est très typé muscat, donc c'est quand même très loin de ce qu'on fait habituellement. Le floréal ou le souvigné gris se rapproche plus de ce qu'on fait en général d'un point de vue aromatique. Mais encore une fois, c'est important de ne pas rechercher la copie d'un merlot, la copie d'un sauvignon. C'est pas l'objectif. De toute façon, on ne serait pas capable de le faire. Et, et voilà, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder tous ces cépages, comment ils s'adaptent, de le croiser à la typicité régionale pour que ça s'adapte le mieux possible, mais on sait qu'on ne pourra pas avoir des choses similaires. Je ne Merci sais pour pas ta si j'ai réponse. répondu à la question. Alors j'espère, bon, c'est Christophe Suchot en l'occurrence qui a posé la question, mais qui peut pas, vraiment réagir, mais ah super, si, il a mis: «Oui merci» dans le chat, parfait. Ensuite, autre question, avez-vous fait des suivis de contraintes hydriques sur ces parcelles? Alors, on avait essayé de faire des mesures d'APEX. Enfin, des suivis d'APEX pour voir comment se comportaient les APEX en contrainte hydrique ou non. La problématique, c'est en fait, on ne peut pas faire ces mesures-là de façon rigoureuse et scientifique parce qu'avec les rognages, c'est impossible à suivre. Donc, en soi, non, pas vraiment. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, d'un point de vue visuel, je trouve que ça supporte plutôt bien les grosses chaleurs et le stress hydrique. On n'a pas eu des variétés qui ont été plus touchées ou plus détruites, sur le feuillage et d'un point de vue rendement, ça se ressent pas parce qu'on arrive quand même à atteindre les plafonds donc et on pourrait faire, je pense, plus, si on n'avait pas toutes ces problématiques, de gelée en début de campagne. Voilà. En tout cas, pas de contre-indication sur ce sujet. Très bien, merci. Encore 2 petites questions et ensuite on passera à Nadia. Quel est le coût de ces variétés par rapport aux variétés classiques? Ah! Le coût du plan? Je pense, oui. OK. C'est plus élevé parce que forcément il y a moins de production. Hem, je sais que dernièrement, Mercier proposait des plants de résistants qu'un viticulteur, voulait, qui étaient autour, des 2,80 €, presque 3 € le plan. Donc c'est quasiment le double que ce qu'on peut trouver, actuellement pour un plan classique. Mais voilà, c'est aussi un investissement pour l'avenir, je pense. Même si on double son prix, des plants, sur les plantations, ben, après le gain qu'on y fait derrière, je pense qu'on s'y retrouve. Après ça, c'est les choix de chacun. Ensuite, la France, est plutôt élevée d'un point de vue coût des plantes résistants. Je sais qu'il y en a qui vont aller se fournir, ailleurs dans d'autres pays, limitrophes, européens pour ne pas citer de pays et qui seront beaucoup moins chers. Ça marche, Et merci. malheureusement, voilà, les coûts en France sont bien plus élevés, pour la production de ces plantes. Et on finit avec une, question de Sarah Lagarde. «Bonjour Camille, super présentation. Tu parles de la problématique précocité des cépages, notamment par rapport au gel, mais j'ai eu beaucoup de retours de vitis qui me disent que c'est pas forcément problématique du fait de leur forte vigueur, plus que les contre-bourgeons sont fructifères. Tu as eu des retours similaires? Des vitis le voient comme un atout pour le changement climatique». Alors, en effet, sur certaines variétés, il y a les bourgeons secondaires, qui peuvent prendre le relais sur, des phénomènes de gelée. On l'a vu tout à l'heure avec la muscaris, je ne sais pas si je peux représenter, enfin ou alors j'enverrai une photo dans le chat, peu importe. La muscaris, en fait, elle a, tendance à, sortir le primaire et le secondaire, en même temps. Comme on l'a vu sur la photo, ça avait, gelé et on voyait bien les 2 bourgeons,
qui était quasiment au même stade de développement. Donc là, quand ça gèle comme ça, à 2-3 feuilles étalées sur les 2 bourgeons, c'est très compliqué derrière d'assurer le rendement. Mais en fait, ben voilà, c'est comme tout, on part d'un potentiel global très élevé. Donc les gelées vont attaquer sur ce potentiel, mais plus on parle d'un potentiel élevé, bah, si on attaque dessus, il en reste plus que si on part d'un potentiel moyen ou faible. Moi, je pense qu'il faut quand même se méfier de la précocité de ces cépages parce que si on met de la muscaris sur un terroir un peu gélif, avec l'évolution du climat, j'ai de gros doutes sur le potentiel de ces cépages-là. Mais par contre, sur des terroirs peu gélifs, ça peut très bien fonctionner. Et sur le potentiel des contre-bourgeons, il y a des beaux potentiels. Alors après, nous, on les a pas estimés. C'est plutôt du visuel. C'est vrai que ça a tendance à bien repartir. Mais on n'attend quand même pas, par exemple en 2022, on n'a quand même pas atteint les 60 hecto-hectares sur la muscaris, quoi. Après, moi, je vous ai présenté les 2-3 variétés sur lesquelles on avait un peu de recul et qui sont commercialisées et qui fonctionnent plutôt bien. Il y a une multitude de variétés résistantes, multitude de précocité, je pense. Et après, c'est à voir sur aussi les types de sols, la conduite du vignoble, tout ça. Juste pour un dernier petit point, le viticulteur là, qui a la muscaris et le sauvigné, bah, du coup, il a adapté son système de taille sur un système très, très tardif. Où là, par exemple, enfin bon, il a encore pas taillé. Sa difficulté, c'est de gérer une vigne qui est pas taillée et qui commence quand même à débourrer et après à tailler et tirer les bois sans faire sauter les bourgeons. C'est toute une complexité par la suite, mais voilà, il y a des gestions au champ et des gestions de systèmes qui sont aussi à revoir pour ces variétés-là. Super. Bah, merci beaucoup, pour vos questions et merci Camille, pour, tes réponses et tes retours. Nous allons Avec maintenant plaisir. passer à la deuxième partie de notre webinaire et nous allons, écouter Nadia qui est ingénieure réseau, à la chambre d'agriculture Pays de la Loire. Son groupe est constitué de 12 arboriculteurs entrés dans le réseau en 2022 et leur objectif principal est de réduire les IFT en verger de pommes en conventionnel, bio ou mixte grâce à l'utilisation de différents leviers de réduction, notamment des bioagresseurs, grâce à l'augmentation de la biodiversité. Et parmi ces leviers, on retrouve aussi la plantation de variétés résistantes. Nadia, à toi la parole. Bonjour à tous, Nadia Tounsi, Chambre d'agriculture Pays de Loire. Je suis conseillère en arboriculture fruitière et depuis 2022, j'anime un groupe défi pommes avec des producteurs de la région Pays de Loire. Alors attendez, pardon, excusez-moi. Oui, je vais juste agrandir le diaporama. L'objectif de mon groupe, comme tu as précisé Clémence, c'est la réduction des intrants phytosanitaires. Chacun a plusieurs leviers individuels, mais après on reste dans une notion de groupe. Et ce qui a été demandé au niveau du groupe, c'est de mettre en place un suivi de sensibilité variétale des maladies et des ravageurs. Pourquoi? Parce que nous, en arboriculture, les variétés RT, elles existent depuis pas mal d'années. Elles ont un intérêt intéressant dans la réduction de la gestion de la tavelure en termes de traitement, mais on a aussi d'autres problématiques qu'on doit gérer, hein, le puceron, le carpocaps, d'autres maladies émergentes, des ravageurs émergents. Et donc, ce qui semblait intéressant au groupe, c'était d'avoir un tableau des sensibilités. Rapidement pour la présentation de mon groupe, donc c'est des producteurs qui sont situés en Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique, à peu près à 1 heure et demie de mon siège d'affectation. Nous avons des producteurs qui sont en agriculture stricte, donc j'ai un producteur, et puis après on a des producteurs en agriculture bio et conventionnelle et des producteurs 100% conventionnels.
Je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais sur les 12 producteurs, il y a Pascal Pinault qui a déjà fait partie d'un groupe défi, et puis d'autres producteurs qui voulaient rentrer dans une démarche, pouvoir échanger, pouvoir participer et justement avancer dans la réduction des intrants phytosanitaires. Donc, l'objectif du groupe reste d'améliorer la biodiversité dans les vergers, réduire les IFT, insecticides et fongicides et les désherbants chimiques, et puis mettre en place des stratégies avec des solutions de biocontrôle et aussi réduire les apports de cuivre pour Jacques, qui est 100% en agriculture biologique. Deux producteurs dans le groupe ont planté en 2021, donc ce ne sont pas à la base des arboriculteurs, ils ont une autre exploitation dont Léo s'occupe. Il a une exploitation d'élevage de pigeons, et puis Freddy qui a une exploitation d'élevage. L'arboriculture les intéressait depuis pas mal d'années, donc ils ont décidé de planter et ils ont voulu rentrer dans le groupe défi pour justement commencer par les bonnes bases, essayer de ne pas traiter systématiquement, mais réfléchir au traitement. On a aussi Joachim qui fait partie du groupe défi, et puis pour lui, en fait, le groupe défi, c'est de tester ce qu'on ne pourrait pas tester, entre guillemets, pouvoir échanger. Et justement, la question se pose, est-ce que l'avenir, c'est pas justement produire sous des serres multichapelles pour protéger justement de l'eau vis-à-vis des maladies. Voilà, donc mon groupe défi a plein d'idées et l'objectif, c'est d'essayer sur certains axes de regrouper leurs demandes vers des objectifs communs. Donc justement, a été mis en place chez des producteurs des alternatives aux désherbants chimiques. La qualité de pulvérisation, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc, ils sont déjà munis de pulvérisateurs, mais ils voudraient avancer plus vers cette qualité de pulvérisation. Et justement, par les observations terrain, par le choix des variétés, optimiser les interventions pour justement mieux agir au niveau des maladies des ravageurs. Donc, le choix d'avoir des variétés résistantes dans le verger ou une combinaison de variétés pour empêcher un ravageur préjudiciable sur la culture, sur la variété principale du verger. Donc, l'idée nous est venue en fait d'un document de travail qui a été mis en place dans le guide de Sudarbo Sud-Ouest, donc le CETA des techniciens. En 2021, je faisais partie de ce groupe de techniciens, et donc l'objectif, c'était de prendre toutes les variétés et de voir entre nous la sensibilité par rapport aux maladies et ravageurs. Donc, on a donné des notes par rapport à la tavelure, l'oïdium, les pucerons, le carpocaps, les punaises. Voilà, on a essayé de se dire entre nous. Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que d'une région à une autre, on n'a pas forcément les mêmes conditions climatiques, on n'a pas forcément les mêmes problématiques à cause de la température, mais on est arrivé à sortir ce document et il a été réactualisé cette année avec les nouvelles données de chacun des conseillers. Donc, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce type de travail au niveau des Pays de Loire parce qu'on s'est rendu compte que sur le tableau, ça ne correspondait pas forcément, il n'y avait pas tous les éléments qui concordaient avec ce tableau-là. Donc, on voulait aboutir à un tableau de sensibilité sur les variétés club et conventionnelles et un tableau sur les variétés RT et RT club. Ça va nous permettre de partager l'expérience entre producteurs sur la sensibilité aux maladies et ravageurs. Et puis, la finalité, ça serait de proposer un plan de plantation d'un verger en tenant compte des sensibilités aux maladies et ravageurs. On va faire une synthèse des résultats sur 3 ans. Donc, chaque année, on remplira quand même le tableau, mais on fera une synthèse sur 3 années. Et pour ceux qui veulent par la suite planter, essayer de leur proposer un plan de plantation qui ne tient pas forcément compte que de la pollinisation, mais de ces critères, des variétés qui sont tolérantes, pucerons cendrés, qui sont RT. Comment mixer ça sur un verger pour de la vente directe et comment mettre ça en place dans un verger où on va avoir des variétés club.
Donc, la première étape, c'est on a recensé toutes les variétés du groupe, hein. Bon, il y en a certaines qu'on a laissées tomber parce que les surfaces étaient trop petites. Mais voilà, donc on a recensé toutes les variétés RT et puis on a recensé les variétés non RT. Ça en fait pas mal. L'objectif des observations, c'est de ne pas être chronophage, mais d'avoir différentes visites au cours de la saison, justement, pour pouvoir remplir ce fameux tableau. Cette année, en fin de saison, je l'ai fait remplir à un agriculteur sur 3 de ses variétés RT et il a essayé de me donner une note et on voit, le constat, c'est qu'on voit qu'il y a une différence par rapport au tableau du CETA des techniciens Sud-Ouest. Les maladies et les ravageurs qu'on va contrôler ça fait un sacré job, mais bon, les agriculteurs veulent y travailler. Donc, on va recentrer la sensibilité au chancre, tablure, oïdium, feu bactérien, black rot, moniliose, maladie de la suie. Et puis, au niveau ravageur, les ravageurs principaux qu'on a sur notre région. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, on a mis en place un protocole simplifié, hein. L'objectif, c'est de ne pas faire des observations de 100 bourgeons, 100 pousses. L'objectif, c'est d'aller quand même assez vite pour avoir une situation, parce que ça fait quand même pas mal de variétés à suivre. Et il faut qu'on ait un protocole simplifié. Donc, ce qu'on va faire, c'est noter la fréquence et l'intensité. C'est des notes qu'on va donner. Il y aura une notation après la floraison pour voir ce qui s'est passé, justement, les attaques de pucerons, d'hoplocampe, d'antonome, voir l'impact sur les variétés. Ensuite, on fera une notation en fin de génération Carpocaps qui nous permettra d'avoir un bilan sur les fruits. Donc, s'il y a de la tablure, s'il y a des dégâts de Carpocaps, de Sigalobarzeski. Et puis après, une notation à la récolte qui nous donnera la pression réelle de ce qui s'est passé au niveau des lépidoptères et voir aussi les dégâts des punaises. La quatrième étape, donc, on va élaborer le tableau de synthèse. Et la cinquième étape, au bout de 2 années d'évaluation, on pourra, pour ceux qui le souhaitent, établir un plan de plantation. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Excusez-moi, ce n'est pas forcément lisible. D'un producteur qui produit 80% par exemple, de variétés club, mais qui souhaite être plus protégé ou avoir moins de pression sur le puceron cendré. Suite aux travaux de l'INARE de Gauthieron, l'INRAE d'Angers qui est en train de mettre en place ce type de verger, l'objectif, ça serait de dire, si je mets ma Pink Lady au milieu de mon verger et qu'autour, sur les bordures, je mets de la Gold Rush, est-ce que ma pression puceron cendré sera moins importante, puisqu'on sait que le puceron cendré revient du plantain, donc à l'extérieur du verger, et donc va arriver essentiellement au démarrage par les bordures. Les observations que nous avons faites cette fin d'année on a pu voir qu'en fait, les arbres de bordure et les bordures ont plus de pression de retour de pucerons. Donc, si on met une sorte de barrière de variétés peu sensibles aux attaques de pucerons cendrés, ça ne veut pas dire que ces variétés-là sont résistantes aux pucerons cendrés. C'est simplement que les œufs qui sont déposés sur ces variétés-là, le puceron ne génère pas de nouvelles générations et ont plutôt tendance à s'arrêter. Donc, si cette barrière, entre guillemets, physique, peut être un plus pour la gestion du puceron pour la Pink Lady, qui est sensible aux attaques, ça pourrait être un plus pour le producteur et donc aller vers une réduction des intrants phytosanitaires. Pour un verger, pour de la vente directe, là, l'objectif, c'est de se dire, ce qui est régulièrement, ce qu'on a vu les dernières années, on va faire un verger en tenant compte de la pollinisation, mais on va essayer de mettre un maximum de variétés RT dans le même verger, dans la même parcelle. Et le problème, c'est que dès qu'une variété contourne la tavelure, généralement, la variété qui est à côté va contourner la tavelure et ça va faire l'effet domino. Donc là, la question, c'était de se dire, en tenant compte de la pollinisation ou en mettant des pollinisateurs malus, si je mets des variétés RT tavelure, une variété tolérante tavelure,
Puis après, je mixe avec des variétés peu sensibles au carpo, c'est-à-dire qui vont être gérées par un fruit par corymbe. Est-ce que j'abaisse pas différents leviers au niveau de ces ravageurs et maladies? On mettra les pommes moins sensibles au carpocaps du côté de la confusion sexuelle du vent dominant, ce qui permettra, s'il y a un peu moins de confusion, d'avoir malgré tout pas d'attaque. Et les variétés plus sensibles au carpocaps, de les positionner dans la partie la moins exposée au vent. Donc il va falloir, en fait, si vous voulez, en fonction des variétés que l'agriculteur va vouloir planter, on va s'amuser à faire un petit peu les chaises musicales et à essayer de placer la variété au meilleur endroit pour essayer d'aller vers une phase de réduction des intrants phytosanitaires. Donc, pour les vergers en variété club, généralement, c'est des monoblocs qui sont plantés. On va essayer de mettre tout autour, sur les bordures, donc des variétés RT. Et puis aussi des variétés qui pourraient être moins sensibles aux attaques de pucerons cendrés. Et donc, pour les vergers en vente directe, là, on va essayer de combiner toutes ces variétés de telle manière à ce qu'on n'ait pas le contournement de la tavelure, déjà, le premier point. Parce que quand une parcelle contourne, ça peut aller très vite et les dommages engendrés par la tavelure au cours d'une récolte, on peut avoir de l'ordre de jusqu'à 30 à 80% de dégâts sur les fruits. Le puceron cendré, on n'a pas forcément les moyens de lutte pour gérer tout ça. Donc, si on peut avoir des barrières naturelles avec des variétés tolérantes, là-dessus, on pourra aussi axer vers la réduction des intrants phytosanitaires. Pourquoi cette idée aussi de travailler sur cette thématique? C'est que de plus en plus, les produits phytosanitaires pour certaines matières actives clés, vont perdre leur homologation. Et il faut qu'on avance vers justement, pas forcément que de la substitution, mais aussi réfléchir à, à l'intérêt de combiner plusieurs leviers et justement aller vers de la reconception de verger, pas forcément du conventionnel au bio, mais tenir compte de toutes ces interactions dans les nouvelles plantations. Donc, au niveau des résultats attendus, on souhaite avoir un contrôle des populations des ravageurs, limiter le phénomène d'évolution de la résistance tavelure et bien sûr une réduction des intrants phytosanitaires. Et j'ai fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Nadia. Encore une fois, oui, n'hésitez pas à mettre dans l'onglet Q&R vos questions. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est ce travail en fait de référencement que vous faites. Est-ce que tu penses, Nadia, qu'il serait applicable sur d'autres régions arboricoles? Entre le sud de la France et notre région, on n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques. Nous, on va être très sensibles au chancre, aux maladies de conservation, à la tavelure, alors que le sud de la France, eux, vont être plus concernés par les ravageurs. Le carpocaps, le puceron, dans leur gestion, ils vont avoir plus ces problématiques-là. Donc, leur tableau de sensibilité ne sera pas forcément notifié de la même manière que nous. Donc moi, je pense que ce tableau, à l'initiative vraiment du CETA des techniciens Sud-Ouest, je pense que c'est une bonne idée et qui devrait être généralisée sur chaque territoire. Super, merci pour ta réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Eh bien, si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, vous pouvez retrouver dans les pages groupes dont on a mis les liens sur le chat, les contacts des 2 intervenantes. Écoutez, je vous remercie toutes les 2 pour votre intervention et je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ce 9e épisode des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions.
Ce webinaire sera rediffusé sur YouTube. Donc, si vous êtes inscrit via le formulaire, vous recevrez normalement le lien très prochainement par mail. Et enfin, écoutez, restez connectés. Le webinaire suivant sera annoncé prochainement. Vous retrouverez le programme des webinaires DefiFerm et les replays régulièrement mis à jour sur la page Ecophytopic correspondante, dont on va mettre le lien tout de suite dans le chat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi et au revoir tout le monde.